Ah, on enregistre. Donc, confirmer, je fais confirmer. C'est vous qui faites confirmer, je fais confirmer. Bien, donc nous allons commencer. Nous sommes à 45 à peu près, la moitié des inscrits. Donc, les autres nous rejoindront, je pense, dans les minutes prochaines. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Je suis absolument ravie et très honorée d'accueillir à l'IHEST Madame Chantal Joanneau ce soir. Donc, Madame la Ministre, bonsoir et merci vraiment de votre présence sur une thématique qui est celle qui est une de vos thématiques de prédilection, puisque vous êtes présidente de la Commission nationale du débat public, donc la question du débat public et la participation. C'est une question que les auditeurs de l'IHEST étudient à travers l'étude de deux thématiques qui sont les transitions numériques et les transitions écologiques, et qui sont le fil rouge des cycles de formation de l'IHEST depuis 2018. Et évidemment, les transitions, qu'elles soient numériques ou qu'elles soient écologiques, posent la question du débat public, de la question de l'appropriation des évolutions de la société par l'ensemble des citoyens. Et à travers cette question du débat public, évidemment, ça interroge également la question de la démocratie participative, parce que jusqu'où la participation des citoyens peut-elle aller? Est-ce juste pour donner son avis, pour s'informer, pour poser des questions, ou est-ce qu'on peut aller jusqu'à une prise de décision qui puisse ensuite engager l'ensemble de la collectivité? Donc, la question de la démocratie participative se pose à travers, enfin d'une façon plus générale, dans la problématique de l'évolution des pratiques démocratiques. Donc, c'est dans ce cadre-là que Madame Joanneau a accepté de venir nous parler. Donc, Madame Joanneau, vous avez un parcours qui est impressionnant et qui est extrêmement diversifié. Vous avez une maîtrise d'AES, vous êtes diplômée de Sciences Po, vous êtes énarque, vous avez été 2 fois ministre et vous avez été sénatrice. Je raccourcis parce que votre CV est impressionnant. Et vous êtes aussi une grande sportive, puisque vous avez été championne de France de karaté et championne d'Europe, je crois. Et vous êtes marathonienne aussi, cela je viens de l'apprendre ce soir. Et vous êtes aussi une des personnalités qui a porté la question environnementale et la question du développement durable, puisque vous avez été chargé par le président Sarkozy d'organiser le Grenelle de l'environnement en 2007, puis ensuite vous avez été secrétaire d'État donc à l'écologie et vous avez porté les lois Grenelle 1 et Grenelle 2. Donc, vous aviez tout à fait le profil, si je peux me permettre, pour intervenir sur à la fois les questions environnementales et les questions de débat public qui s'inscrivaient précisément dans le thème de la transition écologique dont je parlais tout à l'heure. Donc, merci beaucoup. Avant peut-être de vous donner la parole pour votre intervention, vous avez souhaité commencer, puisqu'il s'agit de débat public, commencer cette intervention par un sondage. Donc, nous allons demander aux participants à ce webinaire de répondre successivement à 3 questions. C'est facile parce que ce sont des QCM qui nous permettront de tester un peu vos représentations de la question du débat public et de la démocratie participative, et puis qui permettront peut-être à Madame Joanneau de rectifier certaines visions ou d'appuyer certaines autres, et qui lui permettra ensuite d'intervenir plus longuement. Donc, elle interviendra après le sondage, bon, jusqu'à 19h15, 19h30, enfin à peu près comme cela. Et puis, nous avons une séquence de questions, donc entre 19h15, 19h30 et 20h. Je vous demanderai de poser vos questions uniquement par chat, et je vous demanderai, s'il vous plaît, de poser des questions et d'éviter les commentaires. Ce n'est pas que les commentaires nous gênent, c'est juste que comme on risque d'être nombreux, c'est plus compliqué
de déduire une question d'un commentaire que si c'est juste une question qui est posée directement. Donc, nous essaierons de répondre évidemment à toutes les questions du chat. Voilà, donc nous allons commencer et si vous le voulez bien, je vais lancer la première question du sondage. Donc la voilà. Alors, d'après vous, un débat public ou une concertation doivent-ils favoriser l'acceptabilité d'un projet? Donc, vous avez le choix entre 4 réponses. Il faut vous positionner. Hein. Ce n'est pas très engageant, donc c'est embêtant quelquefois, mais ce n'est pas très engageant. Donc, oui, tout à fait. Oui, mais à condition que le jeu soit ouvert. Pas toujours. Il peut y avoir d'autres objectifs. Et non, pas du tout, car c'est de la manipulation. Voilà, donc vous pouvez voter, mesdames et messieurs. Vous choisissez, vous avez un choix, bien sûr, pour ces 4 choix. Donc, allez-y. 64, 66%. 68% de votants. On a 68%. On a 68% de votants, c'est mieux que les régionales. 75 et 78. 75, oh là, 78, ça s'approche, ça va devenir soviétique. Mais c'est très bien. 80%. Voilà, 80%, ça monte encore ou on arrête? Ça monte tout doucement. Ça s'est arrêté à 81%. Alors, on arrête. Allez. Donc, tu nous passes les résultats? Voilà. Donc, un débat public ou une concertation doivent favoriser l'acceptabilité d'un projet. Oui, tout à fait, 15%. Oui, tout à fait, à condition que le jeu soit ouvert. Donc, c'est la majorité des réponses. Pas toujours. Oui, 36, j'ai un peu de mal. 36, 38. 30% pour pas toujours. Et pas du tout, c'est de la manipulation. On a quand même 19%. Deuxième question. Deuxième question. Un débat public apaisé et consensuel est-il un bon débat public? Oui, tout à fait, pour parvenir à une solution. Oui, plutôt, c'est plus efficace. Pas forcément, mais c'est préférable. Pas du tout, ce n'est pas l'objectif. Allons-y. Alors, on en est où, Olivier? 71%. 71%. On va. 76. Voilà. 70, 81. 81. 81 une fois. 82 fois. Adjugé, résultat. 83%. 83%, ça monte, c'est bien. Alors, les résultats, où là, il y a il y a véritablement une majorité, 63%, pas forcément, mais c'est préférable. Le oui, tout à fait, est très faible, ça doit faire une personne. Oui, plutôt, c'est plus efficace, donc 12% si je lis bien. Ouais. Et pas du tout, ce n'est pas l'objectif, 22%. Très bien. Troisième et dernière question du sondage. Alors, la démocratie participative est-elle opposée à la démocratie représentative? Oui, plutôt, quand on voit le taux de participation aux élections. Oui, car l'une est une alternative à l'autre. Non, pas vraiment, mais c'est un changement de culture. Non, pas du tout. Les deux peuvent enrichir la démocratie. C'est parti. Tu vois, il faut faire des questions courtes. Je n'avais pas vu qu'elle se... Donc, on en est où? 77. 77. 78, 80, 81, 83. 83. Allez. Allez, c'est parfait. Les résultats. Donc, pas du tout, les deux peuvent enrichir la démocratie, obtient 52% des suffrages. Non, pas vraiment, c'est un changement de culture, 33%.
et les oui, en fait, les oui là sont une vision un peu négative de la chose, hein, comme on a pu le comprendre, donc beaucoup moins, hein, 10% au total pour les oui et les oui plutôt. Très bien, je vous remercie. Est-ce que les résultats, on ne les a pas passés trop vite, Madame Joanneau, vous avez eu le temps de… Très bien. Eh bien, qu'en pensez-vous? Et je vous laisse la parole. Mais merci beaucoup. Merci. D'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et puis, merci beaucoup de nous donner cette opportunité d'abord de se découvrir et d'échanger en fait sur ce qu'est la CNDP, avec un exposé que j'ai essayé de structurer en 3 parties, en commençant par un focus large qui est les origines, pourquoi est-ce qu'on a pensé la participation du public. Ensuite, un focus plus petit qui est comment on fonctionne, parce que c'est important, compte tenu des missions des uns et des autres, que vous puissiez savoir ce qu'est la CNDP, comment elle fonctionne, si jamais un jour vous avez affaire à un débat public ou une concertation. Et puis, on va terminer sur un focus plus large, sur justement cette question de la démocratie, où se place la démocratie participative, à quelles questions est-on, nous, fréquemment confrontés. Et dans le jeu de questions-réponses, je pense qu'il sera assez intéressant, peut-être qu'on… sentez-vous libre de poser toutes questions, y compris des questions sur les enjeux environnementaux. Parce que forcément, dans l'exposé qu'on ne va pas faire trop long, je vais certainement oublier des choses et ça va susciter, je l'espère en tout cas, pas mal d'interrogations. Alors, il faut savoir que sur ce petit questionnaire de base, je me suis fait gronder tout à l'heure par une personne avec qui je travaille qui m'a dit « mais non, on ne peut pas faire des questionnaires aussi fermés parce que les personnes n'ont pas le temps d'argumenter et donc c'est totalement contraire à l'esprit de la Commission nationale du débat public » et c'est vrai. Et c'est tout à fait vrai. J'assume totalement, étant donné l'exercice. L'exercice qu'on a fait collectivement, il est juste là pour interpeller un petit peu et mettre sur la table quelques notions qu'on va utiliser ensuite dans la présentation. Donc, si j'en viens tout de suite à la première partie qui est les origines, donc directement la slide 4. Donc, on s'est organisé pour passer les slides parce qu'en fait, ce n'est pas toujours très pratique de passer les slides quand on intervient. Simplement, d'où vient cette vision française, que je vais vraiment qualifier de française de débat public, qui a été instaurée, comme vous le voyez, en 1995 par la loi. D'où est-ce que ça vient? En fait, ça vient d'une double dynamique que j'ai qualifiée de démocratique et d'utilitariste. Alors, utilitariste, c'est de la provocation, hein, mais elle est d'abord et fondamentalement démocratique, c'est-à-dire qu'on est à une période fin des années 70-80 où il y a énormément de travaux et de réflexions autour de la transparence de l'administration et des décisions publiques, autour de la motivation des décisions publiques et donc de cette volonté que le public puisse avoir des informations les plus claires possibles et les plus argumentées sur les grands projets qui le concernent. Il y a cette réflexion qui était d'abord très administrative, qui concernait d'abord les services publics, s'est ajouté tous les travaux, mais vraiment passionnants, sur la transition des pays de l'Est. Pour qu'on considère que les pays de l'Est soient démocratiques, deviennent démocratiques, quelles sont les conditions minimales qu'ils doivent remplir. Et ça a donné lieu à énormément de travaux et à un texte vraiment très riche, extraordinaire, qu'on devrait presque relire tous les jours pour se souvenir de ce qu'est la démocratie, qui s'appelle la Convention d'Aarhus en 1998. Et dans cette Convention d'Aarhus, il est clairement fixé un certain nombre de principes sur la nécessité pour le public de pouvoir participer aux décisions qui le concernent, de pouvoir participer le plus tôt possible dans l'élaboration de la décision et dans l'élaboration du projet, pour qu'on puisse même débattre de l'opportunité de ces projets, c'est-à-dire le fait de faire ou de ne pas faire ces différents projets, ces différentes politiques, ces différentes décisions. À cette réflexion très démocratique s'est ajouté un prisme très environnemental, dont on trouve les ferments d'ailleurs dans la déclaration de Rio en 92, qui est que les meilleures décisions dans le domaine de l'environnement sont celles qui sont prises collectivement avec le public. Dès lors que l'environnement a toujours été posé comme une forme de bien public et de responsabilité collective, évidemment, le principe que les décisions puissent être partagées a très vite été mis sur la table. Et donc, la participation, elle s'est rapidement ancrée dans le domaine de l'environnement. C'est-à-dire que c'est tout de suite apparu comme son champ le plus légitime, le plus
naturelle. Et on y reviendra, finalement, elle n'en est pas tellement sortie. C'est-à-dire qu'on a une forte tradition et beaucoup de démarches participatives dans le champ de l'environnement au sens le plus large possible. C'est-à-dire qu'il y a l'environnement, il y a l'urbanisme, il y a aussi les mines. Donc, on a tout un champ dans lequel la participation est presque naturelle. Mais on ne peut pas dire que ça ait beaucoup dépassé ce champ qui était le champ d'origine. Et puis, il y a une ambition que j'ai qualifiée de manière excessive d'utilitariste, puisque dans fin des années 80, début des années 90, alors qu'auparavant, les grands projets ne semblaient pas susciter trop d'opposition, là, notamment autour du projet de TGV Méditerranée, on est confronté à des conflits assez forts. Et donc, les pouvoirs publics se disent, eh bien, l'enquête publique qui arrive finalement à la fin, quand le projet est complètement abouti et complètement dessiné, arrive trop tard, puisque c'est difficile de bouger les lignes, et si on bouge les lignes, ça va coûter très cher au maître d'ouvrage. Donc, pour limiter ces conflits, ce serait intéressant de le faire dès le début, de pouvoir parler de l'opportunité du projet, de ses grandes caractéristiques dès le début. Donc, il y avait vraiment une vision selon laquelle, grâce à la participation, on allait pouvoir réduire les conflits et réduire les contentieux. C'est pour ça qu'on a créé une commission nationale qui, à l'époque, était chargée d'organiser les débats publics à la demande des ministres et uniquement à la demande des ministres. Donc, on a créé la Commission nationale du débat public par une loi de 95 qui s'appelait, qu'on appelle loi Barnier. Mais dans les faits, il a fallu 2 ans pour installer la CNDP. Il a fallu attendre septembre 97 pour pouvoir installer concrètement la CNDP, parce qu'il y avait déjà quand même quelques résistances autour de cette idée que le public pouvait avoir son mot à dire sur des projets. Donc, on s'est installé, on a fait un certain nombre de débats publics, toujours à la demande des ministres, mais rarement, jamais d'ailleurs de manière autonome. Et puis, le Conseil d'État a émis un avis extrêmement intéressant, a fait un rapport extrêmement intéressant qui s'appelle « De l'utilité publique », où il considère que l'autorité qui déclare un projet d'utilité publique ne peut pas être l'autorité qui, en parallèle, va organiser le débat qui permettra justement de savoir si ce projet est d'utilité publique. D'où cette volonté de transformer la CNDP en autorité administrative indépendante. Et donc, c'est notre statut depuis 2002. Nous sommes une autorité administrative indépendante qui a maintenant plus que la charge d'organiser des débats publics. Elle a vraiment la charge de garantir ce qui est devenu un droit à l'information et à la participation du public. Et c'est donc ça sur la slide suivante, la slide numéro 5. C'est un droit qui a été posé clairement dans la Constitution, dans la charte de l'environnement, qui dit bien que toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration, donc c'est bien l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Et ce qui est important dans cet article, qui ensuite va évidemment diffuser dans la loi, c'est bien que c'est un droit individuel, c'est un droit que toute personne vivant en France a le droit d'exercer. Donc, voici grosso modo le principe de la CNDP. Donc, comment concrètement on exerce ce droit? Et c'est sur la slide suivante. On l'exerce, le petit schéma, il faut peut-être appuyer plusieurs fois pour qu'il apparaisse, parce qu'on ne voit pas le schéma. Bon, alors, tant pis, c'est pas grave. En fait, on intervient, nous, comme je vous le disais, au tout début de la procédure. Quand on veut, par exemple, faire un projet de TGV, SNCF Réseau va nous saisir au moment où ils ont l'idée du projet, et on va débattre de l'opportunité de ce projet, donc le fait de faire ou de ne pas le faire. On va débattre des grandes alternatives au projet. Est-ce qu'on fait un TGV ou finalement un simple train de voyageurs ou des lignes de bus, par exemple? Et puis, on va débattre des différents scénarios et caractéristiques du projet. Quels sont ses tracés, quel est son tracé idéal? Quelles sont les inquiétudes, les attentes, les demandes de la population? Donc ça, on va le faire très, très tôt. Une fois qu'on aura terminé notre débat public, le maître d'ouvrage va décider de poursuivre ou pas, d'ailleurs, son projet. Donc, il va engager l'ensemble des études environnementales, il va demander les autorisations et puis il va arriver à l'enquête publique. Et donc, nous, on va généralement, sur les plus gros projets, on va, après le débat public, garantir l'information et la participation
jusqu'à l'enquête publique. Donc, il y a une vraie volonté, en fait, qu'il y ait un continuum de la participation pour que le public puisse pleinement exercer son droit, qui est celui de participer à l'élaboration des décisions sur les projets qui touchent son environnement. Donc, voilà les grandes idées, les grands principes qui ont dominé la création de la CNDP. Si on en arrive à la deuxième partie, donc c'est, là j'allais dire, on va rentrer peut-être un petit peu plus dans le basique, dans les méthodes et les principes et les méthodes de la CNDP, concrètement comment est-ce qu'on fonctionne. Donc c'est la slide numéro 8. Il y a en fait à la CNDP des saisines qui sont obligatoires, des saisines volontaires et qui vont donner lieu à des débats publics ou des concertations. Le Code de l'environnement a fixé de manière extrêmement précise les projets, donc forcément les projets qui ont un impact sur l'environnement, qui nous sont obligatoirement soumis, pour lesquels le maître d'ouvrage n'a pas d'autre choix que de devoir nous saisir, et les projets pour lesquels il peut nous saisir de manière volontaire. Juste, donc si on va sur la slide 9, donc la slide suivante, voilà. L'essentiel de ces projets qui sont définis dans le cadre du Code de l'environnement, ça va être des projets d'infrastructures de transport, donc routiers, ferroviaires ou fluviaux. Ça va être des projets énergétiques, du nucléaire ou les grands projets, par exemple, de parcs éoliens en mer, les ports, les aéroports, l'acheminement énergétique, donc ça, c'est toutes les lignes électriques et les grandes interconnexions qu'on a, par exemple, entre la France et l'Espagne, la France et le Royaume-Uni, les équipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques et les équipements industriels, dès lors qu'ils sont au-dessus d'une certaine taille, puisque vous voyez, on va dire que globalement, on est saisi quand les projets sont supérieurs à 150 millions d'euros. Quand on est saisi, on peut décider de deux choses. Soit on fait un débat public, c'est-à-dire que c'est la CNDP qui organise tout de A à Z. Elle va négocier un budget avec le responsable du projet et ensuite, elle va tout organiser de A à Z. On va nommer une équipe spécifique. Cette équipe va faire une étude de contexte et elle va décider des meilleures modalités, des moyens de mobilisation, de comment on communique. Et donc, on va le faire sur des gros projets qui ont un impact national, mais surtout qui sont potentiellement assez conflictuels, des projets pour lesquels on se rend bien compte que si c'est le maître d'ouvrage qui fait la concertation, il n'y aura pas suffisamment de confiance avec le public pour que tout le public vienne s'exprimer. Et puis, il y a des projets pour lesquels on va décider, non pas de faire un débat public, mais de faire une concertation. Et là, ce sont justement les maîtres d'ouvrage qui vont organiser eux-mêmes la procédure participative. Mais par contre, on va nommer un ou plusieurs garants qui vont vérifier que le maître d'ouvrage respecte bien les exigences du droit à l'information, respecte bien les exigences du droit de la participation, en particulier que tout le monde puisse bien participer au débat public et qu'il n'y ait pas de paroles qui soient mises de côté. Donc, c'est nous qui allons décider de ces deux procédures. Donc, quand on est saisi très concrètement, pour rentrer un petit peu dans la mécanique, on reçoit les saisines, on réunit la commission plénière de la CNDP tous les premiers mercredis du mois. C'est un petit peu comme un conseil d'administration qui est composé de 25 membres. Il y a un tiers de magistrats, un tiers élus et un tiers représentants parties prenantes, c'est-à-dire des syndicats, des associations environnementales. Et c'est ce collège de commissaires qui va prendre en toute indépendance cette décision de est-ce qu'on fait du débat public, est-ce qu'on fait des concertations, qui on nomme sur des concertations, quelle modalité de participation on valide, est-ce qu'on valide les dossiers d'information. Donc voilà comment on fonctionne de manière très concrète. Quant au principe de la participation, c'est sans doute l'essentiel. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la participation? Souvent, donc c'est la slide numéro 10, souvent quand on parle participation, la première chose dont les personnes me parlent, c'est les méthodes. Alors, est-ce qu'on fait du numérique? Est-ce qu'on fait des réunions publiques? Est-ce qu'on fait des conférences de citoyens? La question des méthodes n'est pas une question. Franchement, la méthode ne doit être que la conclusion d'une réflexion qui commence par pourquoi est-ce qu'on fait de la participation, pourquoi est-ce qu'on s'adresse au public. Donc là, on s'adresse au public pour débattre de l'opportunité d'un projet, de ses grandes caractéristiques,
de ces grands scénarios. Et on va le faire en respectant un certain nombre de principes qui sont les principes de la CNDP et qui vraiment, pour moi, sont des principes qui sont la base de la confiance dans la participation. Et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de participation, ça ne sert à rien de le faire. Le premier principe, c'est l'indépendance. C'est-à-dire que forcément, les personnes qui organisent la participation, qui la garantissent, ne doivent avoir aucun lien d'intérêt, qui soit direct ou indirect, avec le projet comme avec les parties prenantes, pour qu'ils puissent prendre toutes leurs décisions en toute objectivité et en toute neutralité. C'est le deuxième principe de la CNDP, c'est-à-dire que, et c'est une grande différence avec les commissaires enquêteurs, nous n'émettons jamais un avis favorable ou défavorable par rapport à un projet. On est neutre, on va en fait amener le public à exprimer ses arguments et on va dire au maître d'ouvrage, voilà tous les arguments que suscite votre projet chez le public, tous ces questionnements, ces inquiétudes, ces interrogations, les valeurs que ça remet en question chez lui, mais on va le faire sans jamais juger de la qualité ou de la pertinence de ces arguments. Le troisième principe, bon, c'est un peu de la base, c'est la transparence, donc je ne vais pas revenir dessus. J'allais dire que c'est une évidence, la transparence. Les 4, 5, 6, ça, c'est vraiment les principes propres à la participation. Le quatrième principe, c'est l'argumentation. C'est-à-dire qu'on ne va pas demander à des personnes s'ils sont pour ou contre un projet, on va leur demander pourquoi. Vous êtes contre un projet de parc éolien, pourquoi est-ce que vous êtes contre un projet de parc éolien? Ça peut être parce que finalement, on estime que cette énergie, elle n'est pas rentable, elle n'est pas efficace et on préfère le nucléaire. Ça peut être parce qu'on ne veut pas les voir, ça peut être pour vraiment d'autres raisons. Donc l'argumentation, c'est vraiment la base. Et c'est pour ça, quand je vous pose la question de l'acceptabilité, forcément, nous, on ne va pas en traiter parce que d'une part, comme je vous le disais, on intervient vraiment à un stade très en amont du projet, mais d'autre part et surtout, mesurer l'acceptabilité, ça ne se fait pas sur un principe d'argumentation. L'acceptabilité, c'est pour, contre, c'est oui, non, c'est plus du sondage, donc ce n'est pas du tout ce que l'on fait. Nous, on fait plus du qualitatif. Le cinquième principe, il est extrêmement important et il fait extrêmement grincer des dents. C'est le principe d'égalité de traitement. C'est-à-dire que dans la participation, on applique à la lettre un principe démocratique qui est que toute personne a exactement la même place, le même poids, la même capacité de parole et le même temps de parole. Donc, dans un bon débat public, il n'y a pas une estrade avec des décideurs et en face des personnes qui écoutent. Il y a, au contraire, tout le monde est exactement sur le même plan. Les décideurs ont exactement le même temps de parole que les autres. Tout le monde est amené à s'exprimer avec sa propre manière de parler. Ça peut être par une expression qui est tout à fait classique, ça peut être en chantant, ça peut être avec des tas de voies d'expression différentes. J'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un principe qui fait grincer des dents parce que, par exemple, un expert d'un sujet n'aura pas plus de place qu'un citoyen ou qu'une personne qui se déclare citoyen ordinaire. Enfin, le sixième principe, c'est un principe beaucoup plus récent mais extrêmement important, c'est le principe d'inclusion. C'est-à-dire qu'un bon débat public ou une bonne concertation, ce n'est pas une réunion publique où viendront des personnes qui s'estiment suffisamment intelligentes pour pouvoir s'exprimer et qui auront suffisamment confiance en elles pour lever la main et pouvoir s'exprimer. Si on fait ça, finalement, le décideur, il va voir exactement les mêmes personnes que celles qu'il est habitué à voir dans ces instances de concertation. Donc, on ne lui apporte strictement rien. Et puis surtout, on ne permet pas à toutes les personnes d'exercer ce droit fondamental qui est ce droit à la participation. Donc, on ne se contente pas d'ouvrir des portes, on doit absolument amener le débat au public. Donc, on doit amener le débat dans tous les espaces où vit le public. On doit faire des efforts supplémentaires pour s'adresser à des personnes qui sont éloignées de la décision et de faire en sorte qu'elles se sentent suffisamment en confiance pour pouvoir s'exprimer avec leur propre dignité et leur propre parole. Ce qui fait que, s'agissant des méthodes, et on arrive à la slide 11, les méthodes, en fait, elles sont extrêmement diverses. Il n'y a pas une méthode géniale de participation, il n'y a pas une méthode qui répondrait à toutes les problématiques que l'on se pose. Il y a forcément plusieurs méthodes qui sont adaptées à un contexte.
quand on fait un débat public ou une concertation, le premier temps, et qui est sans doute le temps le plus important, c'est le temps d'une étude de contexte, où on va aller sur le terrain pour décortiquer le projet, c'est-à-dire mesurer tous les enjeux qui sont liés au projet, et aller voir tous les acteurs de terrain pour voir les questions que ça suscite, pour être sûr, d'une part, qu'on ne sera pas passé à côté d'un sujet majeur, qu'on n'aura pas oublié un questionnement majeur dans notre débat public, et puis surtout qu'on va déterminer les bons outils de participation pour aller chercher ce public qui est le plus large, et évidemment, un débat public, ça doit être un débat sur la place publique, mais aussi le plus diversifié et le plus éloigné. Et donc, c'est en fonction de cette étude de contexte qu'on va élaborer un dossier d'information. Alors, le dossier d'information, ce n'est pas la CNDP qui l'élabore, c'est forcément le maître d'ouvrage parce qu'on n'est pas des experts des sujets. Mais par contre, nous, on va vérifier que l'information dans le dossier, elle est compréhensible, elle est accessible, elle est suffisamment claire, elle est suffisamment complète, qu'on n'aura pas mis de côté les sujets qui fâchent. Et puis après, cette étude de contexte va nous permettre de déterminer les meilleures modalités de participation. Et comme je voulais vous le montrer sur la slide suivante, qui est la slide 12, alors c'est du homemade, hein, c'est moi qui l'ai fait tout à l'heure, je ne suis vraiment pas douée sur les PowerPoint, donc je suis désolée. Les modalités de participation, c'est vraiment extrêmement divers. On va avoir la réunion publique classique que vous voyez en haut à droite ou en bas à droite, qui sont des réunions où les personnes vont travailler souvent par table parce qu'on va faire aussi des ateliers, ou des réunions beaucoup plus classiques où les personnes vont s'exprimer avec leurs propres mots. Mais on va aussi avoir, et c'est la photo du milieu, des visites de terrain. On va aussi avoir de la présence, ce qu'on appelle du débat mobile, dans des lieux où le public est, c'est-à-dire que là, vous avez eu un exemple de débat mobile qui peut se trouver soit dans des wagons-bars, soit dans des bus, soit dans des centres commerciaux, soit dans des gares SNCF, donc un petit peu partout. On aura forcément du débat en ligne, c'est-à-dire une plateforme numérique, ça c'est à peu près systématique, où les personnes vont pouvoir déposer des avis, des commentaires, des questions. Quand elles posent des questions, on s'engage à ce que systématiquement le maître d'ouvrage réponde aux questions. Et puis après, il y aura des modalités qui peuvent être des conférences de citoyens tirées au sort. On l'a fait très souvent, on l'a fait sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on l'a fait sur le débat public sur la politique agricole commune. On va avoir des systèmes de questionnaires, on peut avoir des systèmes de cartographie. Donc, vous voyez, quand vous pensez participation, ne pensez pas un outil. Pensez nécessairement une grande diversité d'outils qui va vous permettre de répondre vraiment à vos attentes en termes de participation. Et si jamais il y a un assistant à maîtrise d'ouvrage qui vient vous voir en vous disant « Ah là, moi j'ai la méthode de rêve, nous on fait ça », dites-vous que c'est un mauvais AMO, que forcément, il ne sait pas de quoi il parle, parce qu'un bon AMO, il va d'abord commencer par décortiquer avec vous le projet, le sujet et le contexte avant de vous faire des recommandations en termes de participation. Si on en vient maintenant à la troisième partie, et j'espère que ce n'est pas trop long, sur les questionnements que suscite la participation. Alors, ces questionnements, je vous en fais part parce que, comme vous le verrez sur la slide 14, on a en fait, ça, c'est toutes les procédures. Alors, bon, c'est absolument pas lisible, mais c'est juste pour vous montrer que la CNDP, ce qui est intéressant, c'est qu'on est présent partout sur le territoire national, y compris outre-mer, parce qu'on a énormément de procédures en cours qui vont de petits projets. On a eu une fois une concertation sur un écrêteur de crues, à des très, très gros projets ou des grands plans nationaux, le plan national de gestion des déchets et des matières radioactives, la politique agricole commune, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le centre d'enfouissement de déchets radioactifs à Bure. Donc, on est présent un petit peu partout. Donc, on a quand même une bonne vision en fait, du terrain. Et surtout, on a une très, très forte croissance de la participation, puisqu'il faut savoir que, alors je regarde les chiffres 2016-2019, notre activité, elle a été multipliée par 6. Je fais un petit break, évidemment, en 2020, parce que l'année Covid n'est pas extrêmement représentative. Mais donc, il y a une très, très forte croissance de la participation et des sollicitations de la CNDP. Donc, au regard de l'ensemble de ces débats publics et
ces concertations, il y a un certain nombre de questions qui reviennent de manière récurrente, et donc c'est celle que je présente de manière un peu grossière dans la slide numéro 15. La première des questions, c'est qui est légitime pour parler? Alors celle-ci, elle est à peu près systématique. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas tellement les élus qui vont poser cette question, ce n'est pas tellement les élus qui vont nous dire « non mais moi j'ai été élu sur un projet, donc je ne vois vraiment pas pourquoi on demanderait leur avis aux citoyens et aux personnes qui vivent en France ». Les élus ont plutôt une pratique participative assez développée, notamment parce qu'à l'échelle territoriale, ils le font beaucoup et ils le font de manière volontaire. Par contre, il y a souvent des grincements de dents du côté des experts. Typiquement, quand vous faites un débat public sur les déchets radioactifs ou la politique agricole, on nous dit mais c'est un sujet beaucoup trop complexe, beaucoup trop technique pour que le public puisse s'exprimer de manière éclairée dessus. Ça, c'est assez récurrent. Et cette contestation de la légitimité du public à pouvoir participer au débat public, elle vient aussi du coup des organisations représentatives, que ce soit pas tellement les syndicats, mais parfois les associations environnementales, par exemple, qui vont nous dire mais sur la biodiversité, le public n'y connaît rien. Et parfois aussi certains syndicats agricoles qui nous ont dit lors du débat sur la politique agricole commune, mais le public ne nous connaît pas, nous, agriculteurs, donc il n'est pas légitime pour s'exprimer sur notre vie quotidienne. Donc ça, c'est un premier point auquel nous, en général, on répond démocratie. C'est-à-dire que dans la démocratie, tout le monde, et c'est un principe fondamental, évidemment, tout le monde a le même droit de vote, a la même capacité et le même devoir d'information, et que c'est un principe de la démocratie que tout le monde puisse s'exprimer sur les projets qui le concernent. La deuxième question, qui est la plus délicate, la plus difficile, c'est le « à quoi ça sert ». Alors, le « à quoi ça sert », il est posé par les décideurs, souvent. Les décideurs qui nous disent bah oui, mais qu'est-ce que ça m'apporte finalement ?» Il est aussi posé, bien évidemment, par le public. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on a fini un débat public ou une concertation? Quand on a fini un débat public ou une concertation, on fait un bilan ou un compte-rendu dans lequel on va dire tout ce que le public a dit, ces questionnements qui sont restés sans réponse, et on fait des recommandations pour améliorer l'information du public et pour améliorer sa participation à l'élaboration du projet. Une fois qu'on a publié ce document, dans les 2 ou dans les 3 mois qui suivent, le responsable du projet a l'obligation d'y répondre de manière publique. Mais il peut répondre non à toutes les recommandations et à tous les questionnements du public. Il n'est évidemment pas tenu par la position du public, simplement on lui demande d'argumenter sa position. C'est ça la reddition des comptes. Donc le public parfois se tourne vers nous en nous disant mais finalement à quoi ça sert, puisque le débat public, ça ne permet pas une réelle codécision. Et c'est vrai que quand on pense échelle de participation, il y a la plus petite échelle qui est la simple consultation. Vous faites un sondage sur un sujet, donc c'est une simple consultation. Ensuite, vous avez les échelles suivantes qui sont celles de la participation et du débat public que l'on fait, qui est parfois assez proche de la co-construction, parce que souvent dans les débats publics, souvent on fait un peu de co-construction des projets. Et puis il y a l'échelle suprême, qui est celle souvent à laquelle les citoyens s'attendent, qui est celle de la co-décision, qui est vraiment un partage de la décision. Donc en France, on a institutionnalisé l'échelle de la participation, qui est parfois la limite de la co-construction, mais on n'est jamais allé plus loin. Donc cette question de l'utilité, elle se pose énormément. Pour autant, nous, qu'est-ce qu'on constate après 25 ans de débats publics? Donc en 25 ans, on a fait 104 débats publics et on a garanti quasiment 300 concertations déjà. On voit que dans 58% des cas, les projets à l'issue du débat public sont modifiés. Ils sont réellement modifiés sur le fond, c'est-à-dire qu'on va choisir une alternative à laquelle on n'avait pas pensé. Parfois, on renonce au projet, mais ce n'est finalement pas du tout la majorité. Il n'y a eu que 3 cas en fait, sur l'ensemble des 104 débats publics. Mais en tout cas, les projets sont modifiés. Le deuxième élément qu'on constate, c'est que les points durs qu'on a identifiés dans le débat public, ils restent. C'est-à-dire qu'Europa City, on a fait le débat public, on aurait pu dès le départ vous dire que de toute façon, ça allait bloquer sur la question environnementale et surtout d'insertion territoriale du projet. Le projet de mine d'or en Guyane, pour lequel on a fait un débat public,
très vite, on a su que de la même manière, il était en totale contradiction avec les valeurs des populations locales. Donc, on voit très, très bien, en fait, non pas les conditions d'acceptabilité, mais les conditions de faisabilité du projet. Et donc, la grande vertu du débat public, c'est bien d'éclairer ces conditions de faisabilité. Et puis, la troisième question qui se pose, évidemment, là, je vous parle beaucoup d'institutionnalisation de la démocratie environnementale, mais c'est le « et au-delà ». Est-ce qu'on va aller au-delà dans la démocratie participative? Est-ce qu'on n'a pas vocation à s'étendre à d'autres sujets que simplement le sujet de l'environnement, dans lequel, effectivement, c'est extrêmement bien institutionnalisé et les choses sont assez claires. Est-ce qu'il n'y a pas du frottement de temps en temps quand même avec la démocratie représentative, comme on a pu le voir sur la conférence citoyenne pour le climat, qui est un exercice un petit peu différent de ce qu'on fait, mais qui était quand même, qui a créé quelques petits frottements. Donc ça, c'est vraiment des questions, j'allais dire, aujourd'hui, qui sont pleinement devant nous, qui ne sont pas encore traitées. Je pense qu'on peut encore bien approfondir la démocratie environnementale en améliorant le processus notamment de reddition des comptes pour montrer bien l'utilité du débat public. Le fait d'aller au-delà et de toucher d'autres secteurs, là, c'est une question éminemment politique. Donc voilà, je suis allée très vite parce que je voulais vraiment essayer de vous donner un peu la boîte à outils de la CNDP et les grands principes que ça questionne. Mais je pense que le plus intéressant, c'est peut-être de passer un temps de questions-réponses. Et j'espère que ça a été clair. Si vous avez la moindre, si des choses n'ont pas été claires, n'hésitez pas, interrompez-moi, reprenez-moi, n'hésitez pas. On ne vous entend pas, Madame Sylviane. Pardon. Excusez-moi, ça va mieux comme ça sans doute. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, effectivement, qui ouvre beaucoup de portes et de perspectives. Je pense que tout le monde vous a écouté avec beaucoup d'attention. Et je pense que maintenant, les questions vont arriver en grand nombre. Là, on va commencer par une boutade posée assez tôt par un participant, puis ensuite une question sur les résultats du débat public. Donc la boutade, elle est plus sur la création des commissions. Donc, c'est vrai qu'elle est assez courante dans la République, cette boutade. Et donc, la personne dit, oui, ben, quand on veut enterrer un projet, on crée une commission. Est-ce que ça a pu présider à la création de la CNDP? Donc, quel projet voulait-on enterrer éventuellement pour créer la CNDP? Là, je caricature un peu la formulation de l'auditeur. Alors à l'époque, en fait, nous, on n'est pas une commission, effectivement, au sens où on l'entend en général, qui sont des commissions qui vont émettre des avis sur un certain nombre de projets. Nous, on est une commission qui va activer la critique sociale, c'est-à-dire elle va outiller la critique sociale, elle va remettre un peu d'égalité là où il y a énormément d'asymétrie, puisque vous avez d'un côté des décideurs qui ont un accès à l'information, à la décision, et de l'autre côté des citoyens. Donc, la CNDP, elle n'a vraiment pas été créée pour enterrer des projets, mais elle a bien été créée pour renforcer la démocratie. Et en fait, elle n'a pas été créée pour enterrer des projets, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, quand on regarde sur les grands projets, donc les grands projets, c'est les 104 débats publics. Donc là, c'est vraiment les très, très gros projets. Quand on regarde l'histoire de la CNDP, il n'y en a que 3 qui ont été abandonnés juste après le débat public. Donc, c'est rarissime. C'est vraiment rarissime. Donc, le débat public ne tue pas les projets. Donc, notre commission n'est pas là pour enterrer des projets. Par contre, je ne vous cache pas que quand on regarde la vie des projets quand ils sortent du débat public, et qui rentre effectivement dans toute la phase ensuite de confirmation des décisions, d'autorisation, d'études. Là, on rentre dans des temps qui peuvent être énormes. Et là, on a un grand nombre de projets qui sont, la très, très, très grosse majorité des projets, qui ne sont pas sortis de terre. C'est-à-dire que sur les 104 débats publics, il y a moins de 20 projets aujourd'hui qui sont sortis de terre en 25 ans. Montre bien l'amont sur lequel vous vous positionnez.
Alors, sur le fonctionnement, le déroulement d'un débat public, un participant dit, vous citez un exemple de débat public sur un projet lors duquel une alternative proposée par le public a été in fine retenue par la maîtrise d'ouvrage. Et est-ce que vous pourriez redonner cet exemple et peut-être détailler un tout petit peu? Alors, on en a plein. Si on prend des débats publics sur des projets ferroviaires, c'est assez simple, puisque en général, SNCF Réseau, qui a une grande tradition de participation et de débat public, ils viennent nous voir justement avec différents tracés, avec différentes possibilités. Donc, ça va être, par exemple, sur des lignes TGV, de finalement aboutir non pas à faire une ligne TGV, mais à faire plutôt ce qu'on appelle un train du quotidien. On a eu un cas extrêmement intéressant il n'y a pas longtemps sur une concertation autour d'un tramway. Il y avait un projet de tramway où le responsable de projet voulait absolument éviter un quartier sensible parce qu'il avait peur qu'en passant par ce quartier sensible, ces tramways se fassent systématiquement détruire. Et en fait, on a bien montré par la concertation, la concertation a bien révélé qu'à l'inverse, s'il évitait ce quartier sensible, ça allait créer énormément de conflictualité autour de son projet et de crispation. Et donc, il a décidé non seulement évidemment de passer par ce quartier, mais de faire une station spécifiquement dans ce quartier. Ça va être le débat public, par exemple, sur le plan national de gestion des déchets radioactifs. C'est un débat extrêmement important parce que dans le domaine du nucléaire et des déchets radioactifs, en 2006, la France a fait le choix de l'enfouissement des déchets radioactifs à haute activité et vie longue. Ça a été un choix qui, à l'époque, avait été contesté en disant, mais finalement, on devrait continuer à creuser d'autres alternatives. Eh bien, le débat public sur le plan national qu'on a terminé en 2019, il y a un trou, tout d'un coup, je ne sais plus, 2019, oui. Ce débat public a permis aux responsables du projet, donc à l'État, de dire non, on va relancer les recherches, on va refinancer des recherches sur les alternatives à l'enfouissement, puisque effectivement, c'est aussi une solution d'avenir. Donc, que ce soit sur des projets ou des plans, comme vous le voyez, c'est souvent extrêmement instructif. On a un autre cas récent qui était intéressant, et après j'arrêterai parce que je pourrais parler beaucoup trop, enfin 2 cas. On a fait un débat public sur le projet d'implantation d'un parc éolien en mer en Normandie. Donc, projet de parc industriel, puisqu'on est sur des projets qui font 150 km², grosso modo. Là, on a co-construit, on a co-identifié avec le public la meilleure zone d'implantation de ce parc et des extensions futures. On a vraiment travaillé sur de la cartographie. Donc, voilà, grosso modo, tout ce qu'on peut faire grâce à un débat public et comment on peut amener les responsables de projets à évoluer. Et je dois dire qu'on a récemment, on a eu pas mal de projets avec des industriels qui n'étaient pas du tout accoutumés ni familiers de la participation, du débat ou de la concertation. Et ils ont vraiment joué le jeu, mais vraiment, et ils ont fait évoluer leur projet. Merci. Alors, sur cette question, vous montrez comment en fait les projets finalement se modifient avec le système qui a été mis en place. Et il y avait une question qui est peut-être un peu déjà sur la démocratie participative. Vous avez mentionné que le choix français était de ne pas faire de la codécision. Est-ce que vous pouvez préciser pourquoi et comment cette décision? Pourquoi est-ce que, en fait, parce qu'on aurait peut-être pu décider tout de suite que ça déboucherait sur de la codécision? Pourquoi pas? Oui. Sur le plan institutionnel, ce qui est écrit dans le Code de l'environnement, en termes de reddition des comptes, donc de prise en compte du débat public par le décideur, est extrêmement prudent. C'est-à-dire que c'est vraiment le décideur, le maître d'ouvrage, doit publier dans un délai de 1 ou 2 mois les enseignements qu'il tire du débat public ou de la concertation. Donc on l'a poussé à aller plus loin, on l'a poussé à bien expliquer ses choix, parce que c'est quand même un minimum. Mais effectivement, le législateur a été extrêmement prudent. Et à chaque fois qu'il a retravaillé le droit de la participation, il en a étendu le champ, mais il n'a jamais approfondi, il n'est jamais allé plus loin dans cette obligation de reddition des comptes. Et par exemple, le législateur aurait pu dire, s'il n'a pas été répondu de manière complète à toutes les questions du public, le projet ne peut pas avancer dans ses demandes d'autorisation. Par exemple, c'est assez simple, c'est assez efficace. On aurait pu aussi effectivement aller plus loin dans le partage de la décision, mais là, c'est toutes des questions qui vont se poser, par exemple, avec la conférence citoyenne sur le climat. La conférence citoyenne sur le climat, c'est un exercice
de démocratie participative qui est un exercice délibératif. C'est-à-dire qu'on a demandé à un certain nombre de citoyens d'élaborer réellement une décision et le président de la République s'est engagé à la transmettre sans filtre. Et vous voyez là toutes les questions que ça pose sur le plan démocratique. Autant nous, quand on fait de la démocratie participative, il n'y a pas de questionnement finalement avec la démocratie représentative puisqu'on vient l'enrichir, on vient l'éclairer par la parole du public et on l'invite du coup à associer le public à sa décision. Autant quand on va plus loin dans cet exercice délibératif et qu'on demande à une assemblée de citoyens d'élaborer une décision et qu'on dit qu'elle sera transmise sans filtre, déjà, on outrepasse un petit peu finalement l'exécutif, mais aussi, quelle est du coup la place du législateur? Est-ce que le législateur va se sentir complètement tenu par ses propositions et ne va pas oser les amender? Le collectif de citoyens s'attendait vraiment à aller beaucoup plus loin en fait, dans sa capacité à co-décider. Donc la co-décision, c'est vraiment, je trouve, alors là je vous parle de ma position personnelle, c'est nécessairement un acte de partage du pouvoir qui ne peut venir que du décideur. C'est-à-dire que c'est le décideur, qu'il soit gouvernement, parlementaire, élu local, qui dit, voilà, moi je m'engage à déléguer une partie de mon pouvoir. Est-ce que c'est l'avenir ou pas? Les référendums, par exemple, d'initiative citoyenne n'en sont qu'une expression, mais est-ce que c'est l'avenir ou pas? Je pense que c'est vraiment un acte qui doit venir du décideur. Après, chacun voit ça différemment. C'est peut-être parce que j'ai été parlementaire. Donc, j'ai été parlementaire, j'ai été vice-présidente de région et ministre. Donc, voilà, je ne suis pas encore prête à franchir un pas plus grand. Mais je trouve qu'on doit plutôt chercher à concilier les différentes formes de démocratie plutôt qu'effectivement à les substituer les unes aux autres. Alors, pour revenir, on reviendra, je pense, sur la démocratie participative, mais on est toujours quand même on approche le thème. Il y a une question sur la notion de majorité. Majorité en faveur du ou opposé à un projet à l'issue du débat public. Est-ce que cette notion de majorité est prise en compte et pertinente dans votre approche? Voilà, et il y avait une suite à la question. Je crois que tu me l'as enlevé un peu vite, Mélissa. Bon, enfin déjà c'est la première partie de la question. Comme ça vous laissera le temps de retrouver la suite de la question. Excusez-moi, c'est ça. Sinon, comment faites-vous pour assurer la neutralité ou la représentativité des élèves? Oui, pardon. Il faut juste scroller. Oui, c'est ça. Alors, effectivement, nous ne promettons pas un exercice de mesure d'une majorité ou d'une minorité. Puisque ce que l'on fait, comme je le disais tout à l'heure, on promet de faire le tour des arguments. On promet aux décideurs qu'à l'issue d'un débat public, il saura précisément tous les arguments que suscite son projet. Mais un exercice où on irait identifier une majorité et une minorité, et donc où on ferait une promesse de représentativité, serait un exercice radicalement différent. Parce que d'une part, ça supposerait que le projet soit terminé, parce que pour se prononcer vraiment pour ou contre un projet, il faut quand même qu'il soit un peu élaboré. Nous, quand on fait du débat public, on peut proposer aussi des alternatives à ce projet. Et d'autre part, c'est un autre travail, c'est un travail beaucoup plus quantitatif. Quand on fait un bon débat public, une bonne concertation, on va amener à s'exprimer en réalité 1 à 2% de la population concernée. Et toutes les procédures participatives sont à peu près à ce taux-là. Mais notre objectif vraiment premier pour nous, c'est de faire en sorte que dans cette expression, on va vraiment avoir tout le monde, et notamment les plus petites voix. Or, quand on fait un exercice de majorité versus minorité, ces petites voix, en général, elles sont mises de côté, justement. Or, ces petites voix, elles ont des choses extrêmement importantes à dire, et on le voit bien d'ailleurs avec les élections politiques, c'est le fait de ne pas avoir entendu, de ne pas entendre les petites voix, les voix silencieuses, qui fait qu'aujourd'hui, on a ce questionnement politique démocratique majeur aujourd'hui. Donc vraiment, nous, notre but, au contraire, c'est pas de faire justement de la majorité, de la minorité et du pourcentage, c'est vraiment d'aller chercher ces publics silencieux, et silencieux parce que oubliés ou désabusés d'ailleurs. Il y a beaucoup de questions sur les thématiques que vous abordez à la CNDP. Alors, au-delà des questions environnementales,
il y a eu de nombreuses consultations faites en vue de l'élaboration de programmes nationaux dans tout domaine, avec parfois un manque d'outils pour la méthode et l'analyse. Donc ça, c'est un premier élément de question. Quelqu'un d'autre dit, le sujet de l'environnement mobilise nos citoyens, mais la consultation citoyenne associée à la révision de la loi de bioéthique a peu mobilisé. Comment favoriser la mobilisation citoyenne sur des sujets sociaux fondamentaux? Et puis, vous avez mentionné plusieurs fois le débat public sur le 5e PNG-MDR, le Plan national de gestion des matières et déchets nucléaires, non radioactifs, pardon. Je dis toujours nucléaire au lieu de radioactif, je ne sais pas pourquoi. Quels ont été pour vous les aspects les plus positifs ou les plus négatifs de ce débat? Donc, plusieurs questions sur quelle thématique intervenez-vous? La question, effectivement, de la loi de bioéthique et puis Alors, nous, on intervient, comme vous l'avez vu dans le Code de l'environnement, vraiment sur les projets, les plans, les programmes qui ont un impact environnemental, grosso modo qui sont soumis à évaluation environnementale. Et la loi ne nous permet pas de nous autosaisir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de ce champ-là. On doit forcément être saisi pour pouvoir organiser un processus participatif. Pour autant, on a été plusieurs fois saisi sur des sujets qui vont bien au-delà, puisqu'on a été saisi sur des missions de conseil ou des avis et recommandations à émettre. Et là, on peut être saisi par n'importe qui. Sur des sujets très divers qui vont être le big data, par exemple, dans le domaine de la santé. On a été saisi là, plusieurs fois récemment sur la 5G ou ce qu'on appelle le numérique responsable. Le numérique étant, par exemple, les data centers, on est complètement à la frontière de l'environnement. On est même plus qu'à la frontière. D'ailleurs, on est vraiment sur des projets qui ont un impact environnemental majeur et qui sont énormissimes. Et ils ne nous sont pas soumis aujourd'hui puisqu'ils ne sont pas dans le Code de l'environnement. Mais on a des discussions justement avec les data centers parce qu'ils se rendent bien compte qu'il y a quand même un sujet de société. Donc, on a eu plusieurs fois à s'exprimer justement sur comment est-ce qu'on débat de sujets de société. Le débat sur des sujets de société, et c'est ce qu'on avait dit aussi d'ailleurs sur le grand débat national, c'est forcément un débat ouvert. C'est-à-dire que dans tous les débats publics, le principe du débat public, c'est que c'est un débat pour le public, mais ça doit être un débat par le public. C'est vraiment un débat dont les sujets doivent être posés par le public. C'est important que ce soit lui qui choisisse ces sujets et ces thématiques, et parfois même ces modalités de débat. On l'a fait sur un débat public à La Réunion, en fait. C'est des citoyens volontaires qui ont construit les modalités du débat. Et sur les sujets de société, je vais vous prendre un exemple, par exemple sur la vaccination obligatoire. Il y a eu la création d'une conférence d'un groupe de citoyens pour traiter des modalités de vaccination. Or, le cœur du sujet, c'est quand même de comprendre pourquoi une partie de la population ne veut pas se faire vacciner. Qu'est-ce qui se joue derrière? Quelles sont les valeurs? Quelles sont les inquiétudes? Qu'est-ce qui se joue derrière ce refus de la vaccination? Pour ça, il faut faire un débat public qui ne soit pas un débat sur lequel des citoyens auraient été préalablement éclairés et donc, j'allais dire, éduqués pour produire une parole qui va être nécessairement, entre guillemets, plus objective, plus maîtrisée, plus contrôlée. Il faut au contraire faire un débat public où la parole va pouvoir s'exprimer avec ses émotions. Et elle va pouvoir s'exprimer de la manière la plus libre, avec des mots derrière lesquels on va pouvoir mieux comprendre ce qui se joue et le pourquoi les personnes sont opposées. Et c'est pour ça que tout à l'heure, dans la question sur le conflit, est-ce qu'un débat conflictuel est un mauvais débat? Pas nécessairement. Effectivement, on n'est pas là, nous, pour créer du conflit. Mais le conflit, il est inhérent à la démocratie et c'est mieux qu'il s'exprime dans un débat qui est un débat où on va amener les personnes à s'exprimer avec des mots. Alors, comme je le disais, parfois, par exemple, en Guyane, il s'exprimait plutôt avec des chants, il s'exprime différemment, mais en tout cas, il s'exprime plutôt que de s'exprimer par de la violence. Donc, nous, le débat public, c'est tout sujet, avec de l'émotion s'il faut, mais jamais avec de la violence. Et sur le PNG-MDR, alors c'est Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, voilà. C'est normal qu'on dise nucléaire parce qu'on confond quand même beaucoup radioactivité et nucléaire, donc c'est tout à fait normal. Alors, ce débat public, alors, sa première vertu, c'est qu'il a eu lieu.
Ça peut vous paraître idiot, mais en fait, depuis 2006, on n'a jamais réussi à refaire un débat public. C'est-à-dire qu'on a fait des débats publics sur des projets de PR. On a fait un super débat public sur les différentes options de gestion des déchets radioactifs en 2005-2006, qui avait conclu à la nécessité de poursuivre plusieurs voies. Et à l'issue de ce débat public, le législateur a choisi de fermer les autres voies et de n'en choisir qu'une. Ça a radicalisé énormément les positions autour de ce sujet, et qui fait que quand ensuite on a dû faire un débat sur CIGIO, il était tellement conflictuel qu'on a dû arrêter le débat et faire une simple conférence de citoyens. Donc on s'est dit, est-ce qu'on va réussir? On a réussi. Pourquoi? Parce qu'on est allé chercher justement tous les opposants les plus diversifiés. On leur a montré que nous, on était neutre, on était indépendants, que tous les sujets étaient sur la table, qu'il n'y en aurait aucun qui soit mis de côté. Et c'était quand même assez intéressant de voir qu'autour de la table, on a amené des personnes avec des positions, mais vraiment radicalement opposées, on les a amenés à échanger leurs arguments, à parler. Et on l'a fait avec différentes méthodes. Des méthodes, par exemple, qui sont des méthodes de clarification de controverses. Donc, vous identifiez un point dur, mais vraiment un point dur, où les gens vraiment ne se parlent plus parce qu'ils sont radicalement un pour, un contre. Par exemple, est-ce que c'est opportun de retraiter les déchets nucléaires et de faire du MOX, par exemple? Est-ce que c'est opportun? Certains vont vous dire oui, vous leur dites pourquoi est-ce que c'est opportun, d'autres non, pourquoi est-ce que ça ne l'est pas? Et ensuite, on va les amener à échanger et à répondre aux arguments des uns et des autres. Et cette construction, en fait, du dialogue, elle est extrêmement vertueuse. Donc, la première vertu du PNGMDR, c'est la clarification des controverses. Le fait que les différents acteurs ont maintenant parlé et ont vu des points, en fait, possibles d'évolution et de travail ensemble. Et puis, qu'on a réussi quand même à réouvrir certaines voies qui étaient fermées. Et donc, ça, c'est très positif. Dans le même thème des thématiques, il y a une question sur les nanotechnologies, justement. Débat houleux en 2009-2010, et comment est-ce que vous avez analysé ce débat? Est-ce que c'est un échec pour vous ou Oui, pas? oui. Le débat était plus couleux, il a été violent. Il y a eu des menaces de mort, il y a eu des jets d'acide, il y a eu des tentatives d'attentat. Donc, c'est un débat qu'on a dû interrompre très, très vite. Alors, c'est un débat. Alors, à l'époque, moi, j'étais au gouvernement. C'est un débat sur lequel, nous, côté gouvernement, on fondait énormément d'espoir et qu'on avait posé comme un débat sur, on va informer tout le monde de c'est quoi les nanotechnologies, et puis on va essayer du coup de savoir comment est-ce qu'on pourrait mieux les encadrer, quels seront les grands principes et les grandes règles à fixer. Et ça a été vu par une partie, par certaines personnes, par une partie, alors c'était des personnes extrêmement organisées, comme le fait d'en débattre et de fixer des règles pour effectivement encadrer les nanotechnologies, c'est accepter même le principe des nanotechnologies. Et pour eux le principe était inacceptable. Et donc, ils ont refusé le principe du débat parce que le fait de débattre, c'était accepté. Or, le fait de débattre, ça n'est jamais accepté puisqu'on peut toujours renoncer à un projet à l'issue d'un débat public. Donc, c'est peut-être, en fait, c'est un échec, mais collectif. C'est-à-dire que la CNDP, là, en l'occurrence, a vraiment fait un débat à la demande du gouvernement de l'époque. Et donc, le débat, il n'y a pas eu de défaut méthodologique. Peut-être qu'effectivement, plutôt que de faire des grandes réunions publiques, on aurait tout de suite dû aller sur plus du travail d'atelier, plus du travail. Mais il n'y a pas eu de grand défaut méthodologique dans le débat, mais c'est le sujet en lui-même. Parce que les nanotechnologies, c'est un peu comme le nucléaire d'ailleurs, c'est très proche des sujets de société. Très, très proche. Et c'est des sujets qui sont extrêmement clivants. Alors, les nanotechnologies, c'est aussi un sujet qui est très, très proche de la recherche, et y compris de la recherche fondamentale. Une question précisément sur la recherche. Avez-vous un avis sur la question de la participation citoyenne dans les processus de décision liés à la recherche et à la science? Donc, programmation de la recherche, soit des thèmes financés, impact sociétal, c'est-à-dire en fait intervention citoyenne pour commander ou pour, pas diriger, mais pour influencer
la recherche. Et vous savez qu'en termes de… les chercheurs sont quand même très, très attentifs à ce genre de choses, puisque, comme ils le remarquent souvent avec justesse, ce n'est pas en commandant la façon d'améliorer la bougie qu'on a inventé l'électricité. Donc, il y a une nécessité de créativité un peu aléatoire au niveau de la recherche qui échappe à ce débat, et pourtant, il est quand même présent, puisque si je prends l'environnement, il y a quand même une nécessité de faire de la recherche ou sur le numérique, ou sur les nanotechnologies, ou sur le nucléaire, d'ailleurs. Bah, ça rejoint la question que je posais tout à l'heure en fin de présentation sur jusqu'où, effectivement, on fait rentrer la participation. Et évidemment, plus on fait rentrer la participation, puisque c'est démocratique, à toutes les échelles, mieux c'est. C'est-à-dire que c'est dans l'intérêt de tout le monde de savoir effectivement d'organiser ce dialogue, que les citoyens puissent éclairer effectivement le monde de la recherche sur leurs attentes, sur leurs attentes, leurs inquiétudes, leurs valeurs. Ça a une dimension éminemment politique, d'ailleurs. Ensuite, il y a un choix à faire entre un débat public qui permettrait aux citoyens d'éclairer, c'est-à-dire d'apporter, voilà ce qu'ils attendent, et ensuite les décideurs choisissent, ou les chercheurs choisissent leur champ de recherche, ou effectivement une vraie commande citoyenne qui dirait, là, il faudrait faire des recherches sur tel ou tel sujet de manière spécifique. On n'en est pas là, on en est très très loin. Donc, effectivement, tout éclairage de la décision, quelle qu'elle soit, est extrêmement bon. Enfin, c'est nécessaire de savoir ce que le public attend en termes de recherche. Et surtout, en fait, peut-être ses aspirations et ses valeurs. La vertu du débat public, c'est qu'il élève le débat. C'est-à-dire que vous partez souvent d'un sujet extrêmement technique, qui va être même un projet de route, c'est souvent des sujets assez techniques. Et quand vous allez amener les gens à débattre et surtout à expliquer leur position, à les argumenter, vous allez toujours sur un débat très politique au bon sens du terme. Parce que derrière, on va amener les personnes à s'exprimer sur les valeurs qui fondent leur position. Et quand un débat devient très politique, il est beaucoup plus éclairant pour tout le monde. Mais cette élévation du débat, ce qu'on appelle l'élévation du débat, elle est systématique. Et est-ce que tous les sujets peuvent donner naissance à un débat public? Par exemple, est-ce qu'un débat public peut être possible sur l'armement nucléaire et la dissuasion, compte tenu des dangers? On voit qu'aujourd'hui, le monde se remet à être assez inquiétant, et des sommes, évidemment, qui sont mises en jeu. Non, il y a tout un tas de sujets évidemment, qui échappent au débat public. Tout ce qui a trait au secret défense échappe à l'information et au débat public. D'ailleurs, ça a été étendu avec la loi ASAP, puisque c'est la loi ASAP a réduit le champ de communicabilité et d'information dans ce domaine. Donc, il y a le secret industriel et commercial, mais qui est moins fort que le secret défense, et il y a le secret défense qui sont les limites du droit à l'information et du droit au débat public. Bien, alors, sur la démocratie participative, on en a déjà un peu parlé, il y a d'autres questions, peut-être pour approfondir un peu ce que vous disiez. Qu'est-ce que vous inspire le décalage entre la très forte croissance de la participation au débat, notamment de la CNDP, que vous avez signalé, et qui, dit le participant, est inversement proportionnel à la participation électorale? Alors, je n'ai pas la réponse. Ce serait extrêmement prétentieux, et si quelqu'un avait la réponse, on n'en serait pas là. Donc, je n'ai pas la réponse. Ce que je constate, c'est un constat qui est fondé évidemment sur notre pratique, parce qu'en plus, même en période de Covid, on a eu des très fortes participations à nos débats publics. Donc, sur notre pratique, et puis sur un rapport extrêmement intéressant du Conseil d'État d'il y a à peu près 2 ans, de la section études du Conseil d'État, qui portait sur la citoyenneté. Et pour simplifier les conclusions de ce rapport, il disait « La citoyenneté ne s'est jamais aussi bien portée en France. On a un pays avec un dynamisme de la citoyenneté remarquable, parce qu'il s'exprime dans les associations, il s'exprime dans des engagements autour d'un certain nombre de grandes causes, il s'exprime dans la participation. Donc, on a une citoyenneté et un engagement dans la vie publique qui est quand même remarquable en France. Et en parallèle, effectivement, comme tous les autres
pays, comme beaucoup de pays européens, on est confronté à cet abstentionnisme en matière politique. Je ne sais pas l'expliquer. Je pourrais faire des tas de théories, mais ça ne serait que de la théorie prétentieuse de ma part. Donc, simplement, nous, ce qu'on dit tout le temps et ce que je dis souvent, c'est que en termes de participation, la participation, c'est un reflet, en fait. C'est-à-dire que souvent, les décideurs nous disent ah, mais on ne comprend pas pourquoi le public n'a pas confiance en nous et n'a pas confiance dans leurs élus ou leurs scientifiques ou leurs décideurs. Et je leur dis souvent, mais vous passez votre temps aussi à expliquer que vous n'avez pas confiance en eux. Combien de fois est-ce qu'on entend ça sert à rien de les faire débattre parce que de toute façon ils n'y comprennent rien et c'est forcément des intérêts particuliers qui vont s'exprimer, ça va être forcément du not in mad backyard. Donc en développant ce discours, bah, vous développez un discours de confiance, de défiance, pardon, et vous n'avez que le reflet et le retour du discours que vous développez. C'est comme un miroir, c'est assez étonnant d'ailleurs. Enfin, c'est pas étonnant, c'est triste, mais c'est comme ça. Oui, c'est la réciprocité de la communication humaine, en fait. Donc, il y a aussi une question par rapport à l'évolution du CESE. Quel serait votre rôle par rapport à ce qui se prépare avec l'évolution du CESE? Alors, il y a l'évolution du CESE et puis la personne ajoute sur la base de l'exemple de la Convention citoyenne pour le climat, je me permettrai de dire ou non, parce que ça peut être associé ou dissocié. En fait, on est plus complémentaires qu'opposés parce que les rôles qui nous sont attribués sont radicalement différents. C'est-à-dire que l'évolution du CESE, c'est une évolution qui va lui permettre d'éclairer ses avis ou de les enrichir en y associant des citoyens. Donc, le CESE, quand il sera saisi, quand il voudra émettre un avis sur un sujet, y compris la politique agricole, par exemple, il va pouvoir réunir des citoyens et compléter son avis par l'avis de ces citoyens. Pour autant, le CESE reste le CESE, c'est-à-dire que ça reste une organisation de représentants de la société civile organisée qui est amenée à mettre des avis qui sont des avis consensuels, puisqu'il faut que tous les représentants s'y retrouvent. Et donc, ce sont des avis qui vont prendre position. Et c'est ce qu'on demande au CESE d'ailleurs, c'est de prendre position par rapport à certains sujets. Nous, notre rôle, il est radicalement différent puisque notre rôle, c'est de défendre le droit à l'information et à la participation de chaque personne en tant que telle. C'est jamais l'avis de la CNDP qui s'exprime, c'est l'avis du public qui s'est exprimé pendant un débat public ou une concertation. Donc, on fait exister la parole du public en tant que telle, sans la médiatiser par d'autres organisations. Et puis, par ailleurs, nous, on intervient complètement et uniquement dans le champ de l'environnement, quand le CESE peut intervenir et doit se positionner, en fait, sur tout autre type de champ. Donc, on est plutôt complémentaires. Par exemple, quand on a fait le débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, le CESE avait fait un avis qu'on a versé au débat public et qui a permis d'enrichir le débat public. Et quant à la convention citoyenne, qui a été surtout hébergée en fait par le CESE, on est tout à fait capable de l'accompagner ou de le conseiller sur les méthodes, les garanties à apporter, par exemple sur le tirage au sort, ou parfois ils peuvent aussi nous solliciter s'ils veulent une garantie extérieure. Donc il n'y a pas de concurrence entre les deux, parce que j'ajoute qu'en plus la Convention citoyenne sur le climat était un exercice délibératif. C'était vraiment un exercice de positionnement et de production de décisions. Nous, ça nous arrive de faire des exercices délibératifs, mais ça n'est pas le cœur de notre activité. Donc, alors, une autre question qui est un petit peu provocatrice, pas par rapport à vous, mais par rapport aux politiques, avoir besoin d'une structure en quelque sorte spécialiste du débat, de la concertation et de la participation, je mettrais même peut-être de plusieurs structures avec le CESE, ne prouve-t-il pas l'impuissance des autres échelons de la vie politique et démocratique à les porter? Alors non, en fait. Je trouve que voilà, dans une démocratie avec un système majoritaire, c'est la majorité qui organise et qui décide. La vertu d'une institution indépendante et neutre,
ça va être justement de permettre aux minoritaires ou aux absents de participer et de s'exprimer. Quand ça a été le cœur d'ailleurs de notre opposition au gouvernement sur le grand débat. Si c'est le gouvernement qui organise complètement le grand débat et qui dit c'est moi-même qui vais exploiter les résultats et en tirer les conclusions, bah, les personnes qui sont opposées au gouvernement ou qui se disent de toute façon ça ne sert à rien de participer, elles ne viendront pas participer parce qu'elles vont se dire bah, les paroles qui dérangent, elles vont être mises de côté. Les personnes qui dérangent, elles vont être mises de côté. Donc, ça ne sert à rien de participer. Et on va aller participer dans des contre-débats. Donc, cette nécessité d'avoir une instance qui ne soit ni d'un côté ni de l'autre et qui, en plus, ne va pas émettre d'avis, donc ne va pas mettre de côté certaines paroles, c'est vraiment justement la condition de confiance dans l'exercice du débat public. Et donc, c'est le complément nécessaire à un système majoritaire. Et en fait, là, vous venez de répondre à une autre question que je cite quand même, mais vous venez de donner la réponse. N'y a-t-il pas une difficulté insoluble à organiser un pont entre une structure indépendante consultative et les responsables politiques aux manettes? La réponse, c'est justement pas, c'est d'après ce que vous venez de nous dire. Non, d'ailleurs, en général, ça se passe, franchement, ça se passe très, très, très bien parce que c'est vraiment un éclairage pour eux. Il est important que dans des débats publics, des personnes, mais même des personnes que vous allez considérer comme déraisonnables ou portant des paroles manifestement que vous jugez fausses, puissent s'exprimer. On a eu ça, par exemple, quand on a fait le débat éolien en mer, je ne sais plus si c'était Dunkerque ou Normandie, il y a eu des climato-sceptiques qui se sont exprimés. Et on m'a dit, mais il ne faut pas relayer leurs arguments parce que leurs arguments sont faux. Je dis, mais leurs arguments existent. Il est possible, il est probable que ces personnes y croient réellement. Et c'est important pour le décideur de savoir qu'une partie des personnes considèrent ces arguments comme valables et d'essayer de comprendre pourquoi ils les considèrent comme valables. Donc, au contraire, c'est vraiment un exercice démocratique tout à fait complémentaire pour le décideur. Oui. Et justement, alors est-ce que vous avez vous-même été déjà amené à changer d'avis sur un sujet qui avait donné lieu à un débat public à partir de… Moi, alors pour avoir été, ce qui est intéressant, c'est que j'étais au gouvernement au moment où on lançait, par exemple, tous les débats sur la nécessité de développer les énergies marines. Et là, en fait, avec le débat public, on a fait quand même 14 débats publics et concertations sur des parcs éoliens en mer. Donc, on a un vrai recul et un vrai retour d'expérience. Je vois exactement, en fait, ce qu'on a raté en termes de faisabilité, de conditions, ou ce qu'on a raté, ou ce qu'on pourrait faire mieux, en termes de faisabilité et de conditions pour le développement de ce type d'énergie. Voilà. Par exemple, une des conditions de faisabilité majeures aujourd'hui sur l'énergie éolienne en particulier en mer, c'est que ça doit être une énergie inscrite dans son territoire, complètement inscrite dans son territoire, avec effectivement des vraies marges de négociation et des attentes fortes de la population en termes de retombées, en termes d'emploi, en termes fiscaux, bien évidemment, avec des engagements extrêmement précis en termes de formation et une volonté de co-construction, de co-identification des zones. Donc, on voit assez bien comment on peut améliorer les différents projets. Donc, c'est vraiment intéressant de voir aussi, effectivement, les erreurs qu'on peut commettre de bonne foi en termes de méthode quand on fait du débat public. C'est assez intéressant de voir. Alors, une question qui va un tout petit peu plus loin. Est-ce que vous pensez que le droit doit évoluer vers la codécision, justement parce que les modes de participation actuels sont peut-être insuffisamment incitatifs? Entre la codécision et l'amélioration du droit actuel, il y a déjà une marge. Il y a une vraie belle marge. Comme je le disais, simplement déjà de garantir la complétude des réponses. Déjà. Et le public, en fait, n'est pas toujours en attente de co-décider. Il veut surtout qu'on le respecte et qu'on lui réponde de manière précise sans enterrer les sujets. Donc, il y a déjà une marge. Quant à la codécision, j'allais dire, commençons déjà par la pratiquer de manière volontaire. Il y a des collectivités qui maintenant s'engagent dans cette voie.
On pense à Poitiers, on pense à Grenoble, on pense à Rennes en partie. Voilà, expérimentons-la dans le terrain. Je trouve toujours un peu... Je pense qu'il ne faut pas tout institutionnaliser, qu'il faut déjà effectivement expérimenter sur le terrain, soutenir. Nous, on est prêts au contraire à soutenir toutes ces démarches, à les conseiller en termes de méthode. Et puis après, tirons-en les enseignements. Mais effectivement, je suis plus pour la liberté d'initiative des uns et des autres et l'expérimentation à ce stade. Il y a déjà tellement de marge de progrès, parce que si on parle tout de suite codécision, je vais vous dire, la loi elle va tout de suite être enterrée. Or, je pense qu'il y a déjà des marges de progrès sur l'existant qui sont importantes à cranter. Et on n'en prend pas la voie. Alors, justement, par rapport à la loi, est-ce qu'il y a une articulation de vos avis avec les études d'impact qui précèdent les lois? Alors, sur les lois, nous, en fait, on peut être saisi sur des projets de réforme de politique publique. Une fois qu'on en est au projet ou à la proposition de loi, quand on est dans le champ de la démocratie représentative, il n'y a plus de débats publics qui sont possibles. Si on prend les projets, une fois un grand projet, prenons un projet de parc éolien en mer. Allez, on va reprendre les mêmes, c'est plus simple. À l'issue du débat public, on va dire, voilà, votre projet de parc éolien en mer, idéalement, il devrait se situer sur telle zone et il pourrait se faire sous telle et telle condition, avec telle et telle caractéristique. On va nommer un ou deux garants qui vont suivre l'avis de ce projet jusqu'au stade de l'enquête publique ou son équivalent, la programmation, la PPVE. Donc la participation par voie électronique. Donc, on va nommer un ou plusieurs garants. Et ces garants, justement, ils vont veiller à ce que toutes les questions qui se posaient essentiellement, justement, en termes d'impact de ce projet, impact sur l'environnement, impact économique, et qui vont recevoir des réponses grâce aux études d'impact, bien que le public puisse être informé de ces études d'impact, de leurs résultats, et peut-être en redébattre. Et redébattre les conséquences du projet. Sur un projet éolien en mer, c'est extrêmement important parce que, en fait, nous, quand on fait du débat public, en termes d'information environnementale, on est proche de zéro. C'est-à-dire que l'État, en général, ne nous fournit que très, très peu d'informations environnementales. Or, c'est important pour un projet de parc éolien de connaître ses conséquences environnementales locales. Donc, il y a un lien parce qu'on a ce garant qui va suivre l'avis et l'élaboration du projet jusqu'au stade de l'enquête publique ou de la PPVE. Alors, on va prendre les 3 dernières questions. Donc, une qui demande si, finalement, non, je vais prendre l'autre avant, excusez-moi, j'hésitais. Est-ce que le débat public doit s'instaurer à l'échelon territorial ou doit-il être garanti à l'échelon national? C'est posé comme ça. En France, on a l'avantage, c'est qu'en fait, on a les deux. C'est-à-dire que ça dépend de la nature du projet, si c'est un projet à dimension plus locale ou plus nationale. Quand on vient de terminer un débat public, par exemple, sur la liaison routière entre Fos et Salon. Donc, c'est un débat dont vous pouvez juger qu'il est extrêmement territorial et effectivement, il a plutôt mobilisé des personnes concernées localement. Pour autant, il interroge effectivement beaucoup plus que ça, puisqu'il va interroger l'opportunité d'une liaison routière plutôt que notre type de liaison, l'opportunité, le développement de la plateforme de Fos, qui est quand même extrêmement importante en France. Et donc, dans ce type de débat public, toute personne vivant en France, et même à l'étranger d'ailleurs, est libre de s'exprimer dans ce débat public et on prendra en compte son expression. Et le débat, donc, il va être garanti par une autorité administrative qui est une autorité nationale, mais qui va nommer des garants ou des personnes qui sont, elles, locales. C'est-à-dire qu'on va nommer des personnes, alors qui ne sont pas concernées par le projet, mais qui vont aller s'implanter ou qui sont de la région et qui donc vont faire en sorte que le projet soit bien, que le débat soit bien territorialisé. On a aussi des débats nationaux. On a aussi des débats publics sur, comme je vous le disais tout à l'heure, la programmation pluriannuelle de l'énergie, la politique agricole commune. Et là, on ne va pas se contenter d'un débat avec des réunions à Paris et un site Internet. On va faire le tour de France. On va faire le tour des régions. On va proposer des kits de débat public pour que toute personne qui souhaiterait organiser un débat à son échelle ou chez elle puisse le faire. Donc, on va démultiplier sur le terrain.
Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais en tout cas, j'espère. Je pense que oui, sans doute. C'est à la fois, en fait, c'est oui, vous avez une implantation territoriale. Oui, on a 350 garants en fait sur Voilà. l'ensemble du territoire national, qui sont des personnes en fait qui sont, c'est pas des salariés de la CNDP. C'est assez intéressant comme statut. C'est pas des salariés de la CNDP, c'est des personnes qui vont faire autre chose, qui peuvent être des consultants, qui peuvent être des fonctionnaires, qui peuvent être des jeunes retraités, et qu'on va nommer à la mission. Donc on va leur confier une mission, ils vont être indemnisés pour une mission qui va être ponctuelle, mais ils sont présents, eux, partout en France et outre-mer. Ça pourrait être aussi des auditeurs de l'IHEST. Oui, on a une grande diversité de profils. On a des anciens préfets, on a, comme je vous disais, des consultants, des syndicalistes, des représentants d'associations environnementales. C'est des personnes qu'on sélectionne d'abord, hein, après une procédure d'appel à candidature, qu'on va sélectionner en vérifiant qu'elles ont évidemment une connaissance et une adhésion au principe de la participation et quand même une connaissance de l'environnement et des fonctionnements administratifs. Parce que s'il faut réexpliquer c'est quoi une étude d'impact, voilà, ça va devenir un peu compliqué. Donc, on les sélectionne et elles sont nommées pour 4 ans. Et les participants au débat citoyen, ils sont, comment sont-ils sélectionnés? Eh ben, en fait, les participants, alors, quand on fait un débat public, toute personne peut venir s'exprimer. Évidemment, on sélectionne personne. Quand on fait des conventions, des conventions citoyennes, donc quand on va sélectionner, tirer au sort un certain nombre de personnes, comme on a pu le faire, donc on avait tiré au sort par exemple 400 personnes sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, on a tiré au sort 150 personnes sur la politique agricole commune, donc ça se fait assez naturellement. Quand dans le cadre d'un débat, par exemple, on a besoin vraiment d'élaborer quelque chose. Pour la politique agricole commune, on leur avait demandé à ce groupe d'élaborer une charte qui pourrait être en fait le pacte entre la société et les agriculteurs. Et donc, quelle serait cette charte? Quelles seraient les priorités qu'on attend des agriculteurs? Est-ce que vous voulez les hiérarchiser? Ces citoyens, on les a tirés au sort en respectant les principes justement qui soient le plus représentatifs, qui soient présents sur l'ensemble du territoire national. Et on a veillé, bien évidemment, à ce qu'il y ait une représentativité des territoires. Donc, ce qui est important pour nous quand on fait ces procédures-là, c'est que, bien évidemment, les critères soient transparents, qu'éventuellement, ils puissent être négociés avec les parties prenantes quand il y a effectivement pas mal de débats par rapport à le qui peut participer à une procédure de sélection de convention citoyenne. Mais ça, c'est des sujets qui sont assez classiques et assez classiques et assez faciles à résoudre. Après, ce qui est très important, c'est que votre convention citoyenne, vous définissiez avec elle de manière claire et transparente les règles de fonctionnement. Voilà, ça doit être co-élaboré, les règles doivent être co-élaborées, de quels experts vont intervenir, selon quels critères on choisit les experts qui vont intervenir. Ça c'est extrêmement déterminant dans la vie d'une convention citoyenne. Madame Jouenot, je pense que nous avons pris pratiquement toutes les questions. Il en reste 2, mais il est 20 heures, donc nous allons nous arrêter. Nous vous remercions vraiment chaleureusement de votre disponibilité. Merci. Et des réponses. J'espère que ça a répondu à vos questions. Je pense, je n'ai pas trop d'inquiétude. Je pense que ça a pu être véritablement satisfaire les participants. C'est la limite du webinaire par rapport au débat public, c'est qu'on n'a pas le feedback, mais on passera un petit questionnaire à l'ensemble des participants et comme ça, si vous le souhaitez, nous vous communiquerons le feedback. Voilà, donc un grand merci à tous, et bonne soirée et nous vous libérons.